Buvez beaucoup d'eau. C'est une phrase qu'on entend très souvent. Il faut boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour protéger ses reins. En effet, l'une des maladies les plus mortelles que le rein peut avoir, c'est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale touche environ 850 millions de personnes dans le monde. Et malheureusement, c'est une maladie qui est détectée généralement lorsqu'elle est déjà à un stade avancé. Alors nous, aujourd'hui, les femmes d'ici, on met la lumière sur cette tueuse silencieuse qui est l'insuffisance rénale. Asseyez-vous très bien, nous sommes là. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour. Hello, salut Hello les filles. Hello. Vous allez bien? Ça va? Et toi? Ça va. Je changeais de tête aujourd'hui. Ça se voit, ouais. Avec moi, vous en verrez de toutes les couleurs. J'ai envie de dire que les couleurs, c'est toi et moi, on s'est passé le mot, jaune et jaune. Ouais, c'est Jaune vrai. poussin, jaune moutarde. Jaune poussin, jaune moutarde, exactement. Bon, les filles, comme Kadi l'a dit en introduction, on parle de l'insuffisance rénale aujourd'hui dans les femmes d'ici. Alors déjà, peut-être que la question qui se pose avant tout, c'est est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que que savez-vous finalement de cet état des reins? Moi, je connais un peu parce que j'ai une personne très proche qui a été confrontée à cela, 2 personnes même, je pense. Et c'est là que j'ai découvert la maladie, j'ai découvert tous les problèmes liés à cela, comment ça peut bousiller carrément la vie d'une personne. C'est le fait qu'apparemment, les reins sont bousillés. C'est-à-dire qu'il faut soit une greffe du rein, c'est-à-dire si tu dois guérir complètement, il faut vraiment faire une greffe du rein, ou alors il faut faire des dialyses toute sa vie. Ouais. Ouais. Donc C'est c'est assez vraiment... horrible. Alors, je dois avouer que, bon, je veux dire, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore été confrontée ou des gens autour de moi à cette maladie-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est quand même... Voilà, c'est une maladie quand même qui est assez grave. Voilà, c'est assez grave. Je ne m'y connais pas réellement dedans. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que je fais partie de ces personnes qui aimeraient en savoir plus pour prévenir... à l'avenir ce type de maladie, parce que ça ne touche pas que les autres. Ouais. Voilà. Alors moi, c'est une maladie qui me parle beaucoup parce que j'ai perdu un oncle très proche il y a plusieurs années. Et mon père a passé la plupart de sa carrière, la grande partie de sa carrière, à s'occuper des malades en fait d'insuffisance rénale en tant qu'infirmier. Donc ça me parle, je sais ce que c'est, dialyse, proche, etc. quoi. Oui. Et c'est vrai que pour parler de la dialyse, c'est une... On va en parler dans le détail avec nos invités tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une épreuve même pour les personnes qui sont concernées par l'insuffisance rénale. C'est quand on n'a pas les moyens ou qu'on ne peut pas, pour d'autres raisons, subir une transplantation ou une greffe du rein. Ou la dialyse, c'est, comme tu dis, c'est jusqu'à la fin de ses jours et c'est très pesant, ça peut être très douloureux. Enfin... Ouais. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, les filles, on pose la question et on la porte sur la place publique. On a demandé donc à nos téléspectateurs que savez-vous de l'insuffisance rénale. On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. Insuffisance rénale, je dirais que c'est le dysfonctionnement du rein. Voilà, parce que d'abord le rein, il sert de filtre dans le corps humain. Parce que tout ce que nous ingurgitons aujourd'hui, c'est le rein d'abord qui prend la peine de travailler. Si je ne me trompe pas, voilà, afin que tout soit régulé dans le corps. Donc je pourrais dire que c'est la normalité du fonctionnement du rein qui est en réalité l'insuffisance rénale. Insuffisance rénale, à vrai dire, sincèrement, j'ai entendu parler de cette maladie, mais je n'ai aucune information dessus. Une insuffisance rénale est une maladie qui se fait à cause des boissons, des vaudis et consomment, donc des boissons alcoolisées. Ah bon, vous avez déjà entendu ça? C'est vrai qu'il paraît que les boissons énergisantes et les boissons alcoolisées sont souvent des causes... Ah bon? Je pense que ça peut faire partie des problèmes. Après, en général, l'alcool, on l'associe au foie, vraiment, qui peut avoir un impact direct sur le foie. Maintenant, sur le rein, je pense qu'effectivement, de toute façon, il faut être en bonne santé pour éviter les problèmes de rein. Et effectivement, l'alcool, peut-être l'abus d'alcool peut avoir un impact. Mais ça, honnêtement... On ne sait pas. Nos invités vont nous dire ça tout à l'heure, parce que heureusement, on a un médecin, un professeur aujourd'hui, qu'on va accueillir maintenant sur le plateau, professeur Hubert Yao, professeur titulaire en néphrologie, et André Adou, qui est un patient et atteint... Vous pouvez nous rejoindre en plateau, allez-y. Vous pouvez nous rejoindre sur le plateau.
Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour à tous les deux à vous. et bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. On va donc parler aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Et juste avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder ce reportage justement qui explique le phénomène à l'échelle du monde et en Côte d'Ivoire en particulier. 500 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'une maladie rénale. Dénuée de symptômes, l'insuffisance rénale est souvent identifiée tardivement. Un tiers des personnes atteintes d'insuffisance rénale ne sont diagnostiquées qu'au stade terminal, au moment où la dialyse s'impose en urgence. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et il y a l'insuffisance rénale chronique. Alors, l'insuffisance rénale chronique, c'est ce qui pose véritablement un problème de santé publique au regard de la mortalité élevée et du coût financier qui est important. On a l'insuffisance rénale aiguë qui, c'est vrai, est aussi dangereuse, mais lorsqu'elle est détectée rapidement, lorsqu'on apporte les traitements adéquats, alors on en guérit totalement. L'insuffisance rénale chronique résulte de la destruction progressive et irréversible des reins. Elle se solde par la mort du patient si aucun traitement n'est appliqué. Les complications découlent de la variété des fonctions remplies par les reins. Leur rôle le plus connu est de filtrer le sang pour éliminer les déchets issus du métabolisme. Près de 80-90% des gens découvrent leur insuffisance rénale au stade terminal, où le seul traitement qui reste, c'est la dialyse. Alors que le rôle du néphrologue que nous sommes, ce n'est pas de faire la dialyse, c'est de prévenir cette insuffisance rénale-là et de la traiter. Mais malheureusement, on découvre les insuffisances rénales au stade terminal. Alors, comme méthode de traitement, lorsque nous sommes au stade terminal, il y a l'hémodialyse, dont vous voyez les machines ici. Il y a la dialyse péritonéale et il y a la transplantation rénale. Sans pouvoir guérir l'insuffisance rénale chronique, le traitement peut ralentir ou même stopper sa progression. Chaque stade de la pathologie est caractérisé par une prise en charge spécifique. Dans les premiers stades, il est nécessaire de traiter la cause de l'insuffisance rénale. Le dépistage de la cause et le traitement de cette cause-là peut permettre de ralentir la progression de l'insuffisance rénale ou même peut permettre de guérir l'insuffisance rénale. Sinon, il n'y a pas de médicament propre à l'insuffisance rénale chronique. Pour faciliter le traitement de la maladie, le gouvernement ivoirien a annoncé en 2012 la création d'un centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Et donc, pour prévenir l'insuffisance rénale, parce que, comme j'ai dit, la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique génère beaucoup de coûts financiers et puis le taux de décès est très élevé. Alors, comment faire pour ne pas attraper l'insuffisance rénale? Je l'ai dit tantôt, la prévention de l'insuffisance rénale va découler du dépistage des causes des insuffisances rénales. Les causes principales de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension. L'hyperglycémie diabétique induit une détérioration des petits vaisseaux au niveau des glomérules qui entraîne à terme le dysfonctionnement des reins. Alors, je pense qu'on va commencer par le professeur. On va essayer de définir exactement, parce que c'est une maladie qui est un peu méconnue, on va définir qu'est-ce que c'est exactement l'insuffisance rénale et comment ça se manifeste. Merci. L'insuffisance rénale est donc l'incapacité du rein à assurer ses fonctions. Le rein a trois principales fonctions. Il a dit tantôt, c'est la fonction de filtration. Il joue un rôle de filtre. Et quand nous mangeons, il y a des déchets que l'organisme est obligé de rejeter. Et c'est le rein qui assure le rejet à travers les urines de ces déchets-là. Il assure aussi l'équilibre de l'eau et du sel qu'on a dans l'organisme. Donc, parfois, on a besoin d'eau et donc on va avoir cette soif. Parfois, on n'en a pas besoin et on n'aura pas de soif. Et il joue aussi le rôle d'hormones. Il sécrète certaines substances qui sont nécessaires pour l'organisme, notamment la rénine qui intervient dans la régulation de la pression artérielle. Et par exemple, l'érythropoïétine qui intervient dans la régulation, la fabrication des éléments du sang, donc qui évite la survenue de l'anémie.
Et c'est pour cette raison-là que, en cas d'insuffisance rénale, beaucoup de patients sont anémiés. Donc voici les 3 principales fonctions du rein. Et lorsque ces fonctions sont perturbées, on parle d'insuffisance rénale. Et comment ça se manifeste? Alors, malheureusement, au stade du début, il n'y a pas de signes. Tous les signes apparaissent au stade de complication. C'est incroyable ça. Dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë, on peut avoir la diminution drastique, brutale de la production d'urine. On peut avoir des gonflements du visage, des pieds, mais c'est des signes qui surviennent au stade avancé de la maladie. Alors, André Adou, vous êtes quelqu'un qui est atteint d'insuffisance rénale. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Déjà, comment ça a commencé? Est-ce que vous aussi, vous avez été dépisté un petit peu tard, comme ça arrive dans beaucoup de cas? J'ai été dépisté tardivement. J'étais même en urgence quand on m'a annoncé que j'avais une insuffisance rénale. D'accord. Donc, je ne savais pas que... Vous ne pensiez pas qu'il y avait un problème? D'accord. Je savais que j'avais un problème. Et bon, je me suis retrouvé aux urgences. Un soir, on m'a dit, voilà, tu as une insuffisance rénale. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour vous amener pour Déjà, oui, partir à l'urgence, l'hôpital? c'était quoi exactement? À l'époque, j'étais allé à l'extérieur pour les études. Et donc, j'étais allé voir des amis, on a mangé des plats africains et tout. Et donc, je suis rentré en soirée. Et je ne pouvais pas monter les marches de l'escalier. Donc, j'ai appelé mon petit frère. Je lui ai dit, bon, ça ne va pas. Parce que bien avant, il y avait franchement des malaises. D'accord. J'ai essayé de traîner ça. Il savait que j'avais un problème au rein. Donc, le jour où je devais partir aux urgences, je ne pouvais pas monter les marches de l'escalier. Donc, j'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, descends, on va à l'hôpital. Et là, aujourd'hui, ça ne va pas. D'accord. Arrivé là-bas, ils m'ont fait des prises de sang et ils m'ont dit que voilà, tu as une insuffisance rénale. Et vous étiez à quel stade, du coup J'étais au stade aigu. D'accord. Ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Mais bon, après, voilà. Mais donc, ce qu'on comprend, là, ça veut dire que l'insuffisance rénale, il n'y a pas d'âge, en fait. Puisque j'ai vu que c'était dans le reportage, il a dit qu'il y avait le diabète et tout, et puis l'âge. Comme cause. Mais finalement, quand on voit une personne aussi jeune qu'Adou... Non, il n'y a pas d'âge. Ouais. Même en pédiatrie, il y a un service de néphrologie pédiatrique. Donc, même les enfants sont concernés. Tout le monde est concerné par l'insuffisance rénale. Alors, par contre, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de symptômes, mais ce jeune nous dit qu'il a quand même, quelques semaines avant, ressenti des signes, en fait. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi quelque chose qui pourrait nous alerter ou alerter Non, ces signes, c'est des signes liés à la complication, au stade avancé de la maladie. Mais au stade de début, les malades que nous recevons, qui sont au stade de début de leur maladie, ils n'ont aucun symptôme. Alors, moi... Les quelques signes qui peuvent apparaître, c'est on peut avoir envie d'uriner plus la nuit que la journée, par exemple. D'accord. Voilà. On peut avoir envie d'uriner plus la nuit que la journée, mais ce n'est pas des signes pas flagrant, qui sont spécifiques du rein, en fait. Ça peut faire penser à autre chose. Ouais. Voilà. Seul le dépistage spontané nous permet de savoir qu'on a une insuffisance rénale. Alors moi, c'était ma question justement, comment prévenir. Mais quand on parle de dépistage spontané, c'est-à-dire qu'on vient justement voir des personnes spécialisées. Mais à quel moment on peut se dire qu'il me faut faire un dépistage d'insuffisance rénale à un moment donné? Est-ce que c'est par rapport au bilan annuel ou comme on va parler de nous les femmes, on fait une visite annuelle chez le gynéco, etc. Est-ce que ça doit être justement dans la routine par rapport à son bilan médical, en fait, on va dire? Exactement. Il faut que dans la routine, chaque fois qu'on veut faire un bilan, au moins une fois par an, il faut consulter aussi, voir le rein, apprécier l'état du rein, systématiquement. Okay. J'ai une deuxième question. Mais je voudrais juste qu'il nous répète sa spécialité, parce que moi, je n'avais jamais entendu la néphrologie. La néphrologie. Qu'est-ce que la néphrologie, pour que justement... la plupart des gens déjà ne connaissent pas vraiment cette maladie, ne connaissent pas les spécialistes. Donc, si vous pouvez mieux nous présenter votre métier, comment justement... Alors, la néphrologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe de la prise en charge des maladies du rein. Voilà. D'accord. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout ce qui concerne le rein. D'accord. Tout ce qui concerne le rein. Et volet médical, parce que l'urologie, c'est plutôt le chirurgien des reins. Ah, d'accord, ok. Voilà.
D'accord. Et quand on est malade du rein, Oui. est-ce qu'on peut en guérir? Alors, il y a deux situations, comme il a présenté dans le reportage. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire le rein est agressé brutalement pour une cause quelconque. Et dans notre contexte, il y a les infections, même le paludisme. Il y a les prises de médicaments à tout bout de champ, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour traiter des douleurs banales, peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë. D'accord. Ces causes-là, une fois traitées, les choses rentrent dans l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'aigu. D'accord. C'est-à-dire qu'on découvre la maladie, on la traite, les choses rentrent totalement dans l'ordre. Malheureusement, il y a des situations qui traînent dans le temps et les lésions deviennent irréversibles. Et on tombe dans l'insuffisance rénale chronique. D'accord. Alors, vous, André Adou, pour qu'on sache exactement où vous en êtes, alors, une fois que vous arrivez aux urgences, on vous dit que vous avez une insuffisance rénale aiguë. Donc, vous comprenez que la situation est assez grave. Mais alors, qu'est-ce que les médecins recommandent et comment ils vous traitent? Ils m'avaient demandé à l'époque de faire plus d'examens. D'accord. Ils m'ont gardé aux urgences. Et donc, j'ai commencé à faire ces examens-là. Ils m'ont fait une dialyse là-bas. J'étais en Tunisie. Tout de suite, d'accord. Voilà. Ils m'ont fait une dialyse là-bas. Après, ils m'ont dit de suivre un régime alimentaire et d'arrêter le sel et certains aliments. D'accord. Mais j'étais toujours aux urgences. Ils ont demandé de faire d'autres dialyses. Voilà. Mais après aussi, c'est coûteux là-bas. Donc, du coup, les parents ont dit, rentre. Et comme on n'a pas cette culture, on ne connaît pas la maladie, on s'est dit, si on va prendre les médicaments, on va régler ça rapidement, ça va passer. Et donc, voilà, arrivé ici, on a essayé la méthode traditionnelle et puis bon. Ça et tout. Ça allait mieux Non, ça a empiré. Parce que je pense que les médicaments traditionnels, ça empire. Voilà, règle pas le problème. On a essayé, déjà venir ici parce que j'étais seul là-bas avec mon petit frère. D'accord. Ils ont demandé que je rentre, qu'on allait suivre les soins ici. Arrivé ici, ils ont essayé la méthode traditionnelle. D'autres ont dit c'est sorcier, ce genre de choses. On a accusé des parents là-bas, tout ça. Et on a tourné pour finir. Un jour, je suis venu aux urgences encore, imbibé d'eau, dans un mauvais état. On a vu un médecin qui a dit, voilà, il faut qu'il passe en dialyse. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre traitement? Est-ce que vous êtes guéri ou est-ce que vous continuez Je continue la dialyse. Même hier, j'étais en dialyse. Donc, vous faites une dialyse toutes les semaines? Oui, 2 fois par semaine. D'accord. Et quel est l'impact de, justement, cette maladie sur votre quotidien et votre vie? Ah, ça a changé tout, franchement. Ouais, ça a changé tout. Déjà, ça te tombe dessus, tu sais pas et tout. Moi, j'ai dû stopper les études j'ai dû arrêter les études à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'après une dialyse, souvent, tu es fatigué. Voilà, c'est vrai que souvent, tu te sens bien, mais il y a des jours où tu es franchement fatigué. Parce que la dialyse dure 4 heures de temps. 4 heures du temps, voilà. Donc, tu es fatigué. C'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile. Financièrement aussi, avec la dialyse, c'est lourd. C'est lourd, franchement. Les soins sont... Alors, est-ce que quand vous êtes arrivé du coup en urgence et après des examens, est-ce qu'on a pu déterminer les causes, dans votre cas, de votre insuffisance rénale? Les causes, je ne dirais pas de façon concrète, mais ils ont plus, parce que je n'avais pas assez d'argent aussi pour faire tous les examens en tout cas. D'accord. Voilà, il y a des examens que je ne pouvais pas faire, mais ils ont plus penché sur le problème cardiaque que mon père a. Mon père, il a un problème cardiaque dont j'ai hérité. J'ai fait ma première crise de cœur en classe de 4e. Mais on ne m'a jamais dit qu'un jour, ça pourrait m'entraîner à l'insuffisance rénale. On m'a juste dit faire du sport, faire beaucoup de sport. Donc j'étais franchement dans le sport. Vous faisiez attention. Et vous, professeur, justement, je voulais que vous réagissiez à la cause, le problème cardiaque. Oui, les problèmes cardiaques peuvent exposer à une insuffisance rénale. Généralement, c'est des infections. C'est des maladies infectieuses, notamment le streptocoque, qui peut agresser à la longue le rein, tout comme il agresse le cœur. Ce n'est pas les situations les plus couramment observées, rencontrées dans notre contexte. D'accord. Voilà. Ce n'est pas les situations les plus fréquentes. Chez les sujets relativement jeunes, comme son cas, c'est plutôt les maladies glomérulaires, c'est-à-dire le rein a un problème à l'intérieur. C'est-à-dire on est avec cette maladie. Mais dépister tôt, il y a des traitements qui existent qui permettent d'éviter d'arriver au stade d'insuffisance rénale. Voilà.
Et donc, quand on dit, excuse-moi Aurélie, quand on dit, oui, il faut boire beaucoup d'eau, comme le disait tout à l'heure Kadi, c'est un peu une idée qui est peut-être une idée reçue, je ne sais pas, pour entretenir son rein, pour être en bonne santé, pour être sûr que le filtre fonctionne comme il devrait. Est-ce que ça a de l'importance, finalement? Alors, il faut boire à sa soif. D'accord. Il faut boire à sa soif. Mais est-ce que ça peut prévenir de ce problème? Ça aide le rein à mieux fonctionner. À fonctionner, mais ça ne peut pas prévenir forcément. Voilà. 1 litre d'eau, 1,5 litre, maximum 2 litres, ça suffit dans la journée. D'accord. Voilà, mais pas plus, parce que ça ne sert à rien. Alors, on parlait des coûts. Il disait que c'était quand même assez coûteux. Et quel est le prix, on va dire aujourd'hui, d'une dialyse en Côte d'Ivoire? Et est-ce que l'État aide, en tout cas, on va dire, entre guillemets, les plus démunis ou les personnes qui sont dans un besoin de dialyse? Alors, la situation a quand même évolué. Avant les années 2015, la dialyse, quelle que soit la situation, qu'elle soit en urgence ou pas, on n'avait aucune possibilité de prendre ces malades au public. Tous ces patients devaient aller au privé. D'accord. Et la séance au privé, c'est 80 000 francs. Et il faut 2 séances dans la semaine. Oui. Voilà. 2 même à 3. Parce que les recommandations internationales suggèrent 3 séances par semaine. Mais le public fait 2 séances par semaine parce qu'on n'arrive pas, on veut contenter le maximum de patients. Mais avec les 2 séances, ils vivent sans grande difficulté. Donc, c'est ça, c'est le coût qui est important. Oui. Maintenant, quand le sujet a réussi à avoir une place au public, la séance lui coûte 1 750. D'accord, mais c'est une question de place. Voilà. Il y a un problème de place. Alors, professeur, on va continuer à en parler, et vous aussi avec vous, André Adou, ce sera juste après une courte page de pub. On se retrouve tout de suite. Surtout, ne bougez pas. Si vous nous prenez en cours, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de l'insuffisance rénale. Nous sommes avec le professeur Yao, néphrologue, professeur néphrologue, et Adou, qui est un patient et atteint de l'insuffisance rénale. Et juste avant de partir en publicité, Aurélie avait posé la question sur les dialyses. Mais le problème de place, et je rappelle qu'il n'y a que 8 centres de dialyse en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a 4 centres à Abidjan et 4 centres dans tout l'intérieur du pays. C'est pas suffisant. Absolument. Pour les milliers de malades. Bien sûr. Et ça risque de ne jamais être suffisant. Ouais. Justement, c'est pour ça qu'il faut une bonne politique de prévention pour réduire le nombre de patients qui vont arriver à l'insuffisance rénale pour espérer les prendre en charge de façon optimale. Voilà. Alors, moi j'avais une question parce qu'on parlait du prix de la dialyse au public, on va dire qu'il y a 1700. Oui. Mais j'ai appris que pour les enfants, ça coûtait toujours aussi cher. Et ça coûtait combien? Et je voulais savoir pourquoi il n'y a pas justement ces réformes pour les plus faibles, on va dire, de la société. La société, oui. Alors, la néphrologie pédiatrique existe depuis, je crois, moins de 5 ans. Okay. Et on a commencé la dialyse chez les adultes depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, il y a eu d'abord le fait que la néphrologie pédiatrique vient à peine d'arriver. Mais depuis cette année, l'année 2020, il y a les consommables de dialyse pédiatrique qui sont disponibles. OK. Qui sont disponibles. C'est juste, quand le malade doit être dialysé dans un centre public, même chez les adultes, on utilise les reins des enfants et ils payent les mêmes prix. D'accord. Voilà. Ok. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, on a parlé de la dialyse, des prix de la dialyse, du fait d'avoir accès ou non à la dialyse. Mais pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, en quoi ça consiste exactement cette intervention la dialyse. La dialyse, alors j'ai dit tantôt que le rein avait une fonction de filtration. Donc, à travers cette fonction, le rein est censé éliminer tous les déchets qui sont contenus dans tout ce qu'on mange. Et quand le rein n'arrive pas à faire ce travail, justement, la machine va faire ce travail. Prendre le relais, c'est ça. D'accord. Et ce que le rein fait toutes les minutes, on le fait 4 heures, 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Mais comment c'est possible, du coup, que ça remplace? Excusez-moi, je ne suis pas scientifique, du coup. Alors, on le fait pendant 4 heures, une à 2 fois par semaine, et que notre rein fonctionne tout le temps, en fait. Oui. Alors, il y a un filtre artificiel. D'accord. Justement, et le sang du patient
rentre dans ce filtre artificiel, il est nettoyé grâce à un générateur et son sang lui revient. D'accord. Et il faut que ça tourne comme ça pendant toutes les 4 heures. D'accord. Et à la fin, mais il est débarrassé, ce sang est débarrassé de tous ses déchets. D'accord. Voilà. Ça lui permet de tenir quelques jours Absolument. comme ça. D'accord. Adou, vous avez une prise en charge ou c'est... Oui, j'ai une Sur prise en charge. D'accord. Comment est-ce que vous avez pu obtenir cette prise en charge-là? Parce que c'est très compliqué, apparemment. Ouais. Déjà, j'ai souffert en clinique. Pardon? J'ai souffert en clinique. Vous avez souffert en clinique? Pendant 3 mois. Ouais. 3 à 4 mois. 2 fois par semaine, on a dépensé environ 7 millions. Ma mère a dépensé environ 7 millions. Waouh. Sur Dans 3 les soins mois? aussi, 4 mois. À votre charge, c'est ce que vous avez payé? Voilà. D'accord. Au moins. Donc, et grâce à Dieu, on a demandé au centre qui s'occupe des dialysés si on pouvait avoir une prise en charge. Donc, j'ai eu ma prise en charge. Grâce à Dieu, j'étais à Korogo à l'époque. Mais bon, après, je suis venu à Abidjan pour... Combien de temps ça, entre le moment où vous avez demandé la prise en charge et l'effectivité de cette prise en charge, ça a mis combien de temps? Pendant les 4 mois que j'étais en clinique. Dès le départ, vous avez demandé? Parce que moi, je sais que quand une fois, il y avait une prise en charge qui devait être demandée pour quelqu'un que je connais, la dame, carrément, elle nous a dit qu'il compte sur les décès pour donner de la place. Parce qu'il n'y a pas de place. Mais surtout, en termes d'accueil. Il y a trop de monde. Oui, c'est choquant de dire ça, mais c'est la réalité. Okay. Parce que le nombre de places n'est pas extensible. Vous voyez, il y a un budget qui est voté pour chaque début d'année. Donc, ce budget tient compte de ceux qui sont déjà en dialyse. Voilà. Donc, quand il y en a de nouveaux, logiquement, la prévalence de la maladie rénale en population générale, c'est 13%. C'est-à-dire qu'on devait s'attendre à ce que chaque année, ce budget augmente de 13%. C'est ça. Mais le budget est fixe et ça ne bouge pas. Donc, on fait avec ce qui est disponible. Malheureusement. Alors, il y a une autre solution pour guérir d'insuffisance rénale. Il y a aussi les greffes. Oui. Voilà. Est-ce que les greffes se font en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il faut partir à l'étranger pour se faire greffer? La transplantation rénale se fait en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on n'a pas un centre dédié. Donc, on utilise les locaux de l'Institut de cardiologie. Mais la transplantation rénale est faisable en Côte d'Ivoire. Est-ce que les familles, laissez-moi juste, parce que je sais qu'il faut forcément être compatible, mais est-ce que dans ce genre de cas, il y a des familles qui sont prêtes à donner un rein? Parce qu'on dit qu'on peut vivre avec un rein. Oui. Est-ce que les familles, souvent, sont prêtes à faire ces tests pour donner un rein dans notre culture africaine? Alors, il y a une étude qui a été menée justement en population africaine, en population ivoirienne, qui a montré qu'il y a cette volonté familiale de donner son rein. Maintenant, entre répondre à une enquête, dire oui à une enquête, et puis se trouver en face de la situation... Ouais. Ça fait deux. Ça fait deux cas. Et en même temps, je me dis, puisqu'on peut vivre avec un rein, est-ce qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale à qui on peut juste enlever le rein malade et puis vivre avec un rein, ou quand on est atteint, c'est les deux? Non, non, malheureusement, on est avec un capital de cellules rénales. Ah bon? Et quand le rein est agressé, ce capital diminue progressivement et les reins, les cellules restantes vont augmenter leur capacité pour assurer justement la fonction optimale. Okay. Et c'est pour ça qu'on ne ressent rien du tout. Mais au moment où on va commencer à ressentir les choses, les reins, les structures sont détruites à 2/3 de leur capacité. D'accord. C'est ça, en fait, la difficulté. Est-ce que cela arrive? Alors, on imagine que c'est très rare, vu que vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment de centre dédié à la transplantation de reins, et puis qu'il y a peut-être aussi un souci culturel qui est là. Mais est-ce que ça arrive que vous ayez des dons spontanés de reins Et déjà, en termes de compatibilité, quel est le... Alors, moi, je ne crois pas à ces dons spontanés, parce que la plupart du temps, c'est motivé, en fait. Oui, de l'argent. Voilà, c'est motivé. On a eu des gens qui sont venus nous voir, qui ont parlé, mais c'est toujours motivé. Ouais. D'accord. Qui donnent des reins contre de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, la liste d'attente pour une personne qui veut un rein compatible, qui ne vient pas forcément de la famille, quelle est cette... je veux dire, le nombre de... Est-ce que la liste est longue, entre guillemets? Pour l'instant, il n'y a pas de législation pour les donneurs en dehors des donneurs intrafamiliaux. En Côte d'Ivoire? Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas de législation, ça veut dire que c'est autorisé?
C'est faisable. On peut. La transplantation rénale est autorisée. Oui, mais les dons qui d'organes viennent... est autorisé. Mais pour l'instant, c'est en famille. C'est en famille, pas avec... pas avec si moi, je veux donner mon rein à Ami, je ne peux pas. Ben, il faut absolument que la justice, vous ayez un entretien avec la justice pour savoir si ce n'est pas motivé, si ce n'est pas intéressé. Pour éviter le trafic. Voilà. D'accord, ok. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur la médecine traditionnelle que beaucoup utilisent quand ils sont en phase d'insuffisance rénale parce qu'ils ne savent pas en fait ce que c'est comme maladie. Donc ils se disent qu'avec la médecine traditionnelle, on peut boire des décoctions et puis ça part. Mais en fait, apparemment, ça aggrave. Oui, bon, la médecine traditionnelle, le gros problème, c'est qu'en Afrique, du moins en Côte d'Ivoire particulièrement, je pense que je peux extrapoler, on n'a pas la culture de la maladie chronique. Ouais. Et quel que soit le niveau intellectuel, on n'a pas la culture de la maladie chronique. Quand on est malade, il faut trouver une cause quelque part. Une cause ésotérique. Même les parents, même les tantes, les oncles qui sont au village, tout le monde passe. C'est ça le problème. Et donc, quand on découvre l'insuffisance rénale et qu'on leur explique que c'est une insuffisance rénale qui est chronique, mais ils n'acceptent pas, il y a le déni de la maladie, et donc il est prêt à entendre celui qui va lui dire « moi, je peux te soigner ». Ouais. Et on est d'accord qu'il n'y a pas de remède traditionnel qui puisse guérir de la... Non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. Donc, comment vous avez vécu justement ce moment dans la tradimédecine? Est-ce que vous-même, vous y croyez au départ ou vous avez juste suivi, on va dire, le mouvement en espérant que ça donne quelque chose? Ça règle le problème. Quand tu es atteint d'insuffisance rénale et que tu es en train de mourir, généralement, tu crois à tout. Franchement. Au moment où ça doit te soulager, ça doit te libérer, tu crois à tout. Mais bof. Après aussi, quand tu prends des médicaments, tu vois que ça n'avance pas. Quand tu sais que ce que tu prends là, ça ne va pas, ça passe pas. Et tout. Moi, on m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, des gens qui ont dit, ils peuvent faire ça. D'autres m'ont dit, soigne avec soleil. Ah ouais? On a vu tout ça. Non, faites attention. Là, c'est le moment même de dire aux gens que quand vous tombez malade, c'est avec des examens qu'on diagnostique, on fait le diagnostic. On dit non, tu as une insuffisance rénale. On t'a fait un bilan sanguin et tout, c'est pas la médecine. On ne dit pas que la médecine africaine ne soigne pas. On ne dit pas ça. Mais au moins, fais pour blanc là, après tu vas venir faire pour noir là. Ah oui, il faut faire un réel diagnostic. C'est pas parce qu'ils n'ont pas lancé des courriers pour dire que tu as une insuffisance rénale. Ouais. Ils ont fait un bilan, ils ont fait ça, ils ont dit que tu as une insuffisance rénale. Et donc tu dois au moins te soigner. Commence par ça avant d'aller de l'autre côté. D'accord, voilà. Exactement ça. Du coup, on parlait des techniques, on a plutôt parlé de dépistage. Mais quelles sont les différentes techniques de dépistage qu'on pourrait, que la population peut aujourd'hui, comme moyen, possibilité pour détecter une possible insuffisance rénale? D'abord, le dépistage passe par l'analyse des urines. D'accord. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des anomalies au niveau du rein qui peuvent s'exprimer sous la forme de protéinurie, de protéines dans les urines. Donc, on va rechercher au stade précoce ces anomalies-là. Ensuite, il y a les facteurs de risque. Il y a les principales causes de maladies rénales qu'il faut rechercher. En premier, c'est l'hypertension. Dans notre contexte, sur 10 malades qui ont une insuffisance rénale, 6 le sont du fait de l'hypertension artérielle. Ça, on ne le dit pas assez. D'accord. Deuxième, c'est l'infection en VIH, dans notre contexte. D'accord. Et troisième, c'est le diabète. Donc, ces différentes causes-là doivent être recherchées et conseiller justement ces sujets qui sont hypertendus pour prendre en charge leur maladie, accepter de prendre leurs médicaments, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est le traitement de l'hypertension artérielle qui va entraîner l'insuffisance rénale, alors que c'est plutôt le contraire. D'accord. Voilà. Okay. Donc à partir du moment où on identifie des personnes qui sont hypertendues, diabétiques, on déjà avoir tendance à préconiser le dépistage pour voir s'il n'y a pas d'autres... Non, toute personne qui doit être dépistée systématiquement une fois par an. Oui, au-delà de la maladie... Le dépistage une fois par an consiste à faire un examen dans le sang pour voir une des protéines que normalement le rein, un des déchets que le rein élimine, qu'on appelle la créatinine. Oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est ce déchet-là, parce que c'est une protéine musculaire, comme le muscle se reconstitue, les protéines aussi se reconstituent. D'accord. Donc, ça s'accumule quand le rein n'arrive pas à éliminer. Donc, ça peut augmenter. Il y a ça et il y a la bandelette urinaire qu'il faut faire. C'est les deux examens
qu'on fait pour dépister la maladie rénale. Est-ce que l'examen de la créatinine est peut-être suffisante? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément faire les deux ou juste un? Parce que généralement, quand on va à l'hôpital pour des contrôles, on fait faire des tests de NFS, créatine et tout ça. Est-ce que ça, c'est suffisant? On peut se dire, bon, ça va? Non, ça ne suffit pas. Ah bon? Au stade de début, la créatinine peut être strictement normale alors qu'on a déjà des anomalies dans les urines. D'accord. Donc, il faut Donc faire les deux types de dépistage. Voilà. Alors, vous, aujourd'hui, André Adou, vous êtes à 2 dialyses, vous avez dit, par semaine. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors, finalement, d'après ce qu'on a compris sur cette émission, vous allez probablement devoir continuer jusqu'à... À vie. À vie. C'est à vie. D'accord. Vous l'avez accepté, cette réalité? Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais. En fait, au début, quand on m'a annoncé que j'avais une insuffisance rénale et tout, donc je ne savais pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et puis, j'ai vu un peu de quoi ça parlait, mais franchement, je n'avais pas encore vécu la maladie. D'accord. Mais après, avec le temps, j'ai rencontré d'autres dialysés qui m'ont dit, bah voilà, nous on a ça depuis peut-être 10 ans, on va avec et tout. Ils m'ont dit, marche comme ça, fais ceci, fais cela et tout. Après, moi, au niveau de la maladie, ce que je dis, c'est que ce n'est pas la maladie en tant que telle, c'est d'accepter la maladie. Tu n'acceptes pas la maladie, tu n'avances pas. Tu sais que tu as une maladie, tu sais qu'il y a cette maladie-là, tu sauras comment marcher maintenant, tu sauras comment aller, quelles précautions prendre et tout. Et puis bon, ça va, c'est juste une maladie, c'est juste quelque chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez arrêté les études à l'extérieur? Oui, j'ai arrêté les études, je me débrouille. Je fais des travaux d'impression, je vends des petits articles, un peu et tout. Bon, c'est la maladie rénale, les joies de la maladie. Et la prise en charge, normalement, elle est à vie aussi, ou c'est pas quelque chose que vous avez forcément discuté, dont vous avez forcément discuté avec les médecins? Je n'ai pas compris. Votre prise en charge, ce sera toute la vie? Toute la vie? Oui, toute la vie. D'accord. Toute la vie. Ah ouais. C'est bien. Non, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est pas mal déjà. On n'a plus beaucoup de temps. Docteur, si vous avez des choses à dire, à ajouter. dernier mot. Non, le terme à vie, c'est en fait, on dit plutôt pour la vie. Pour la vie. Pour la vie, Pour la ouais, vie. c'est ça. Voilà. Ouais, ça fait un peu, c'est moins négatif, c'est ça? Voilà, pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, peut-être par de la exemple, sensibilisation. qui pourra aider à sensibiliser? Alors, le dernier mot, c'est que, comme j'ai dit tantôt, on ne pourra jamais avoir autant de place pour la dialyse. Donc, il faut privilégier la prévention. Il faut accepter de se faire dépister systématiquement. Est-ce que le dépistage est gratuit? Le dépistage est gratuit. Où? Le dépistage est gratuit. Et là, on est en train de préparer un dépistage à Boaké. On sera à la préfecture de Boaké le jeudi prochain, à l'occasion des Journées mondiales du rein. D'accord. On le fait gratuitement. On peut aller dans tous les CHU et se faire Non, ce n'est pas dans tous les CHU. On a sélectionné 4 sites. Donc, il y a le site de la préfecture, il y a le site du lycée classique, il y a l'université, et puis il y a une école primaire pour les dépistages. Tout au long de l'année ou c'est juste pendant une période? Non, c'est juste pendant une période, mais tous les CHU sont ouverts pour les dépistages spontanés toute l'année. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci, Adou. Et vous avez peut-être une chose à ajouter? Oui, beaucoup de choses, m'a dit. Allez-y. Voilà. Déjà, je voulais dire à des personnes qui ne savent pas, essayez de vous renseigner sur la maladie rénale. C'est une maladie qui touche. Voilà. Essayez de vous renseigner sur la maladie. Tu peux l'avoir sans le savoir. Voilà. C'est lorsque tu arrives aux urgences que tu es malade. Donc, il faut déjà savoir ça. Aussi dire à des personnes en Côte d'Ivoire qu'il y a une association qui s'occupe des dialysés. C'est vrai que peut-être elle n'est pas aussi active, voilà, mais elle a des programmes assez intéressants. Il y a pour les nouveaux dialysés, généralement la dialyse, les gens savent pas, quand tu arrives en dialyse, tu es déboussolé, quand tu es nouveau. Et les parents ne savent pas comment ça se passe, à qui s'adresser et tout, qui contacter, comment ça se passe et tout. Donc il est bien de parler à des anciens. Pour cela même, on a un programme au niveau de l'association qui est un programme de mentorat. Les plus vieux essaient de coacher les plus jeunes. Comment s'appelle l'association? L'Association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux. Voilà, ID. Est-ce qu'il y a un contact d'ailleurs? Parce que... Oui, si vous avez un contact, vous allez donner rapidement. OK, il y a le 48 oui. 21 56 19. Donc, mais 0... oubliez de mettre le 07 d'abord. Le 07 48 21 56 19. Et il y a le 07 97 39 10 25. Merci beaucoup, André. Merci, professeur. C'était un plaisir. Je pense qu'on a toutes appris sur cette maladie, cette tueuse silencieuse. On se retrouve, mesdames et messieurs, tout juste après une page de pub.
rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Et pour la troisième partie de cette émission, eh bien, on va changer un petit peu de ton, n'est-ce pas, Aurélie? Et oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, on va passer à la zone digitale avec Ami qui va nous expliquer comment les réseaux sociaux ont changé le game dans la musique. C'est tout de suite. Le sujet est un peu plus léger, on va dire, que tout à l'heure. C'est bien, ça change. Ça change un peu quand même. Alors, comment les réseaux sociaux ont changé le game? J'aime bien cette expression dans la musique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit des artistes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire la promo de leurs albums, avec des challenges, avec des vidéos à partager par leurs abonnés, leurs fans. Et bien sûr, j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui fait le buzz en ce moment. Fjord de Björk, vous le connaissez? Ah oui. Mais c'est bien, je suis fière de vous, vous êtes jeunes, tout ça. Donc Fjord de Björk, il a chanté ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui regardent l'émission, qui ne connaissent pas, il a chanté cette chanson-là, qui va passer là maintenant. Là tout de suite. Voilà. Voilà. C'est le bon barada, c'est le bon chewing-gum, c'est le dada, vise le maman, c'est le bon barada, c'est le bon chewing-gum, c'est le beau fia au lait. Hey, on danse ça, tu aimes ça? Ouais. On danse ça comment? C'est tout déjeuner. On a passé la journée soir. Bref, donc Fjord de Björk, en fait, justement, c'est un jeune artiste qui est connu pour être un peu fou, pour être polémique aussi des fois sur les réseaux sociaux. Et Fjord de Björk, il y a 1 an, il sort une vidéo qui passe sur YouTube. Il fait un live apparemment sur Facebook et la vidéo est sur YouTube. Cette vidéo qui va aussi passer à l'écran là maintenant a 88 000 vues sur YouTube. Allez. Donc ça va. Hein? Kadi, Aurélie, faites mieux là. Hein? Bah oui, nous on fait. Faites mieux. Faites mieux. Oui, voilà. C'est rien de fou. C'est rien de fou. Ça donc va, on entend. Vous entendez? Nyomi Elek qui est bon. Oui. Ok, je commence à comprendre. Voilà, donc il y a un an, il sort ce son, c'est un freestyle, il s'amuse, comme je dis. Rien de spécial, tout le monde s'en fout un tout petit peu. Ensuite, il passe à une émission télé chez nos confrères, il voit Willy Dombo qui est un humoriste, animateur télé, et lors d'un lancement pub, allez, c'est un freestyle, tout le monde danse, tout le monde chante, et en fait, il danse sur... Exactement, sur cette partie-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a cette partie qui est coupée, qui est postée sur les réseaux sociaux et qui fait le buzz. Comment le buzz commence? C'est que c'est un tweetos, comme on dit, quelqu'un qui est sur Twitter, qui dit qu'il aimerait tellement être ivoirien parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, il y a toujours des manières originales de faire des choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Chez nous, c'est chic quand même. Donc, en fait, quand ils voient ça, les Ivoiriens s'emparent de ça, tout le monde s'empare et ça fait le buzz, ça fait le tour. Il y a sur Twitter d'abord, Sur Twitter d'abord et ensuite ça passe sur Instagram, ça passe sur TikTok. Malheureusement, sur TikTok, on a que 400 utilisations répertorié en fait de cet audio, mais on voit vraiment que ça tourne en boucle. Il y a des chorégraphes qui dansent dessus. On a même vu Claudicia récemment danser sur cette vidéo. Et même Jenny et Anaé, qui ont 1 million de followers, qui sont allés sur les plateaux télé aux États-Unis, Hélène et tout ça, mais elles ont dansé sur cette chorégraphie, sur ce son, ce freestyle. Elles ont fait une chorégraphie. Elles ont fait une chorégraphie dessus. Donc on voit ça et pendant ce temps, bien sûr, il y a un artiste qui voit aussi ce challenge, qui voit ce son, qui aime ça, qui partage, c'est Niska. Ok, d'accord. Donc Niska partage la vidéo et quand Niska partage, le jeune Fjord de Björk qui est fan de Niska lui dit mais écoute, j'aimerais trop travailler avec toi, j'aimerais trop faire un featuring. Et c'est ce qui se passe en fait avec Niska et Fjord de Björk. Et Niska étant à Abidjan pour des vacances, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il répond au gars, et toi où là? Il dit, toi où t'es malo. C'est ça. Comme José a dit, quand ton doigt a pété là. C'est ça, son doigt a pété. Et donc voilà, Niska collabore avec Fjord de Björk et Willy Dombo. Ils font un clip, ils rentrent en studio. Allez, ça se fait très rapidement et le clip sort. Et le clip aujourd'hui, du même Nyomi avec Lek qui est bon, fait 3 millions de vues en 4 jours. Wow. Non, c'est pas vrai. Donc, ok, Kadi, je pense qu'on s'est trompé de vocation. Je le pense aussi, franchement. Je pense que je dois mettre tout mon talent de chanteuse. Voilà. Donc,
C'est pas des chanteuses, parce que finalement, c'est un peu le côté humoristique. C'est ça, je dois mettre ça. Il y a le côté humoristique, il y a mais c'est l'humour, vrai, il y a- et peut-être qu'on doit en parler, mais le secret du buzz, en fait, c'est pas... Il y a du travail, c'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'il a saisi Là, on vient l'opportunité. de dire à l'oreillette que c'est 3 millions de vues en 3 jours. En 3 jours. Bon, ok, moi j'ai vu 4 jours. Hein. Oui, De bon, mieux. De De mieux en mieux. ouais, de Quoi mieux qu'il en en mieux. soit, donc c'est 3 millions de vues en 3 jours, le clip il fait. Et donc, buzz total, le jeune homme finalement, comme on dit, ça a changé le game parce qu'aujourd'hui, il se positionne comme l'artiste tendance du moment. Il continue bien sûr d'être dans la polémique et tout, mais il utilise ça. à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Ouais, s'il n'y avait pas ça, ça aurait été galère. En fait, Et on constate aussi avec plusieurs artistes ou humoristes qui font des concepts et que des artistes reprennent, etc. Ou même, voilà. Donc la musique aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un autre niveau. Et d'ailleurs, on avait reçu Jeff le Béninois il y a quelques temps ici, qui a fait un post en disant que Fjord de Buyør serait le nouveau Arafat. Il s'est fait lyncher. Ah oui, il s'est fait mais lyncher, en c'est disant vrai, c'est oui, non, pourquoi est-ce qu'on peut. Mais je suis écoutez, totalement d'accord. Mais les gens, en général, dès que tu parles d'Arafat, ils sont très susceptibles, les Chinois. Les gens ont pris en mal parce qu'ils disaient qu'il ne faut pas qu'on associe en fait des gens à forcément d'autres qui sont décédés. On n'a pas dit Arafat était le nouveau Douksaga, par exemple. Oui, d'accord. Eux, ils se sont plaints parce qu'ils disent qu'on ne veut pas qu'on associe des noms. Il faut juste dire, voilà, laisser les gens exploser, être Moi, qui je ils vais sont. demander l'avis des téléspectateurs et des internautes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le nouveau Arafat, le nouveau, je sais pas, Le nouveau Fjord de Buyør, tout simplement. le nouveau phénomène et le nouveau. Est-ce que c'est le début justement du nouveau game de Fjord de Buyør? Voilà. Yes, ça, par exemple, c'est bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Parce que je pense que c'était pas très clair dans la tête de tout le monde. Ouais, oui, On a même bien moi, compris d'ailleurs, je la comprenais pas d'où ça venait, progression. C'est ça. Bon, l'affairage est réglé. C'est bon. J'ai Merci réglé, beaucoup c'était pour, bien. Merci, Dija. Je pense qu'on va se partir en pub et on se Merci. retrouve tout juste après. Alors bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. On est passé au labo car c'est l'heure du quiz tout de suite. Alors les filles, vu qu'on est dans un thème de santé, donc je vous ai proposé un petit quiz santé, mais de manière générale. On parle de tout, nourriture, sexe. Oui, parce que le sexe, ça fait partie de la santé, n'est-ce pas? On a dit sexe, Je vous dis, non, vous inquiétez pas. Non, c'est remarque, on dit Mais santé sexuelle. Vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup de questions Genre, sur ça, like, oh, mais ok. on y va. On y va? Allez, oui, D'accord. on y va. Alors pour maigrir, donc ça c'est... On commence D'accord. doucement. Il faut supprimer au maximum les féculents, le pain, le riz, semoule, lentilles, pois. Vrai ou faux? Non. Mais non, il faut voir un nutritionniste déjà. Pour moi, c'est plus. Enfin, c'est juste une question de calories, non? C'est une question. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Alors faux, oui, mais contrairement à ce que l'on pense, donc les féculents ne font pas grossir. C'est ce qu'on a l'habitude de mettre avec ou dedans qui enrichit considérablement les plats, comme le gruyère, les sauces, etc., pain, confiture, etc. Mayonnaise. Les féculents, sont une bonne manière d'éviter la prise de poids puisqu'ils calent bien et permettent ainsi d'éviter le grignotage entre deux repas. Néanmoins, je souhaiterais rajouter qu'il y a différents types par exemple, de pain. Il faut plutôt favoriser le pain complet ou le pain de son plutôt que le pain blanc, le pain normal, parce que voilà, ça augmente. le taux Mais de après, moi, je pense vraiment qu'en plus de ça, excusez-moi, je vais faire ma petite nutritionniste, hein, n'est-ce pas? mais qu'au-delà de ça, je connais le sujet là, qu'au-delà de ça, c'est une question de vraiment d'apport calorique. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un mauvais régime alimentaire, mais tu manges pas grand-chose, tu vas perdre du poids. Ouais. Mais si tu veux le faire de manière saine, effectivement, il faut juste avoir une sorte d'alimentation variée, équilibrée, et puis prendre un peu de tout sans en abuser. Totalement d'accord avec. Alors, numéro 2, un accident vasculaire cérébral, donc AVC, peut être dû à la rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que je suis un peu fatiguée, j'ai faim, ne faites pas attention. L'obstruction d'un vaisseau du cerveau par un caillot de sang, une hémorragie cérébrale ou un infarctus cérébral. C'est le caillot de sang. Le caillot de sang. C'est le caillot de sang. Caillot de sang. Alors, ça se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau. Et cette lésion peut être due à deux mécanismes distincts. L'obstruction d'un vaisseau par un caillot de sang. C'est ça, exactement. On parle alors d'accident ischémique, oui, c'est voilà, ou d'infarctus, à l'inverse d'un infarctus cardiaque. L'infarctus cérébral n'est pas du tout douloureux. Ou bien, vous avez la rupture aussi de l'un des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. On parle alors d'accident hémorragique ou d'hémorragie cérébrale. C'est les AVC que les gens... Ouais, c'est galère. C'est trop fréquent, malheureusement. Même les bébés font des AVC, vous savez ça? Ah non, ça je savais pas. Ah si, oui, les enfants font des AVC ischémiques. Même le fœtus fait des AVC ischémiques. C'est comme ça que j'ai entendu le mot ischémique. Eh bien, alors dites, je n'ai pas de symptômes, donc je n'ai pas de diabète. Vrai ou faux? C'est faux. Non.
Oui, c'est faux. Ouais. Oui, c'est faux. Parce que le diabète de type 2 est une maladie longtemps silencieuse, donc comme l'insuffisance rénale. Et les symptômes caractéristiques du diabète comprennent la soif, la fatigue, l'amaigrissement, l'envie d'aller aux toilettes, n'apparaissent que lorsque le taux de sucre dans le sang est très élevé. Et sans examen médicaux, il peut donc être difficile de déceler le diabète, d'où l'intérêt de s'interroger sur les facteurs de risque et de se faire dépister. En fait, ça veut dire qu'il faut tout le temps se faire dépister. En fait, ce qu'il faut faire, tu fais la liste de toutes les maladies. Et tu te fais dépister à chaque fois. Ouais. C'est ça. Comment c'est décourageant? Non, ça m'a blasé. Non, mais après, je pense que c'est vrai que tu as des vrais bilans de santé qui sont assez il faut faire compréhensifs, entre guillemets. Bon. Alors, Complet. on va aller sur une question. Combien de temps en moyenne dure un rapport sexuel? 25 secondes, 12 minutes. Attends, mais j'ai pas fini. Ça vous semble être une question santé? C'est une question santé. Ça fait partie de l'équilibre psychologique et mental de certaines personnes. Mais le rapport avec la durée de... Attends, mais laissez-moi finir ma question. Vas-y. 25 secondes, Ouais. 12 minutes, 5,4 minutes ou 30 minutes? 12 Moi, j'avais 12 minutes. Non, 5,4 minutes. Ouais, je dis 12 minutes. Ça dépend, c'est dans quel pays. J'ai lu un livre, Non, mais ça 11 dépend. minutes de Paulo C'est dans quel pays, Coelho, c'est en fait. où Moi, je dirais 12 minutes. Mais Quand c'est dans même. quel pays? 25 secondes. Tu sais que 25 secondes, c'est quoi? Écoutez, je vous dis, 5,4 minutes, Anna, bravo. C'est la durée moyenne d'une pénétration avant l'éjaculation masculine selon une étude conduite auprès de 500 couples répartis dans 5 pays différents. Alors, c'est pas dans n'importe quel Dans le pays. monde. Dans le monde, bien sûr. Et pour obtenir ces résultats, les cobayes ont dû chronométrer... Les yeux absolument pas personnels. Vous voyez, les gens comme ça. Les gens disent on parle de ça, là. On est là. Tout de suite, on pense que tu parles... Non, Ali, je n'aime pas ça. Bon, OK. C'est bon, j'arrête même d'expliquer. Je passe à une autre réponse parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, toujours, on va dire toujours côté santé sexuelle, entre guillemets. Quel est le moyen de contraception le plus efficace? La pilule, le préservatif, le diaphragme ou porter des chaussettes au lit? Porter des chaussettes au lit. Moi, j'aurais mis le stérilet, mais pas du tout. Ah ben non. L'abstinence, en fait, c'est le moyen de contraception le plus efficace. Merci, sauf que ça fait pas partie de... Alors, attends, t'as dit la pilule. La pilule, le préservatif, le diaphragme. La pilule est peut-être un peu plus protège mieux que Le diaphragme, préservatif. c'est quoi? C'est un peu comme un stérilet, C'est un peu comme un stérilet. Mais je crois que c'est la vieille version. On va dire stérilet. Oh, oui, on va remplacer le stérilet, diaphragme alors. par le stérilet. Donc, je pense stérilet, ouais, D'accord. stérilet. Non, la pilule. Ah bon? Oui, prise régulièrement et sans oubli, la pilule est efficace à 99,7% et c'est mieux que l'efficacité théorique du préservatif de 98% ou du diaphragme ou stérilet à 95%. Ah bon? Non, mais le stérilet, là, c'est pas 95%. Le vrai stérilet, là, c'est pas ça. Hein. C'est diaphragme. Diaphragme, alors. Voilà, Je pense que vous avez voulu remplacer le diaphragme par Non, le mais du coup, stérilet. si on remplace, il va falloir peut-être mettre le stérilet. Les gens ont donné le bon taux pour le stérilet. Parce que Le diaphragme, c'est 95%. le stérilet, là, c'est très efficace. Hein, parce que c'est comme si, en fait, tu bats la C'est pour ça route. qu'il y a des bébés qui naissent avec des stérilets. Non, en fait, tu sais ça, là. Je voulais dire ça. Je voulais dire ça la fois dernière, mais c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça n'a pas existé. Je sais que j'ai demandé à mon gynéco ce jour-là, quand j'ai vu à la télé, sur Facebook, il a dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du montage, carrément. Non, mais c'est très efficace le stérilet, effectivement. Bref, l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique due à l'incapacité du muscle cardiaque à assurer son rôle de pompe. Vrai ou faux? Non, c'est faux. On a dit filtre, non? Non, mais non, on parle pas du cardiaque, on parle de... L'insuffisance cardiaque, hein? Oui, ça paraît correct. Vrai. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur perd sa force musculaire et sa capacité à se contracter normalement. Le cœur ne pompe plus suffisamment le sang pour permettre aux organes de recevoir assez d'oxygène et d'éléments nutritifs afin de fonctionner normalement. Alors, les fruits et légumes surgelés ou en conserve apportent moins de vitamines que ceux qui sont frais. Vrai ou faux? Ça dépend. Moi, je dirais faux. Ça dépend. Parce que quand c'est déjà, surgelé, les conserves et puis les surgelés, c'est deux méthodes différentes. Donc, attends, t'as parlé de conserve, t'as parlé de conserve ou de frais? Mais Les légumes et fruits en surgelé ou en conserve apportent moins de vitamines que ceux qui sont frais, que les légumes frais. Oui, mais tu peux pas mettre les conserves et les surgelés dans la même catégorie parce que c'est pas pareil. Parce que souvent, les gens disent que... vrai. Alors non, c'est faux. Ouais, moi, je pense à faux plutôt, parce que les légumes conservent toujours les mêmes... Contrairement aux idées vitamines, reçues, dans les conserves ou les surgelés, les pertes en vitamines sont limitées. En effet, les légumes et les fruits en conserve ou surgelés sont très vite transformés après la récolte, ce qui limite la dégradation des vitamines Même les conserves, par l'air et la lumière. Moi, je pensais ça des surgelés, mais pas des conserves. Moi aussi. D'accord. Alors, combien de fois dans la journée doit-on manger des aliments sources de protéines? Viande, poisson, œufs. 0 fois, 1 à 2 fois?
5 à 6 fois. Une à 2 fois. Une à 2 fois. Voilà, 1 à 2 fois, c'est vrai. Ça dépend, Une à si tu 2 prends fois. 3 repas par jour, tu peux Parce prendre qu'ils des apportent les protéines d'excellente qualité. Il est conseillé de manger de la viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 fois par jour. La viande et le poisson sont également source de fer. Les poissons dits gras, donc le saumon, maquereau, sardines, haringue, apportent des matières grasses essentielles comme l'oméga 3 qui protège nos Il y a artères. plusieurs écoles. Ouais. sur la nutrition. Mais bon, en fonction des expériences. Alors, dernière question. L'huile d'olive est moins grasse que les autres huiles. Non, Est-ce que faux. c'est vrai? Non, c'est faux. C'est vrai. Ça a le même taux de... C'est vrai? C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Elle est... Toutes les huiles sont grasses. Elles sont toutes grasses. C'est C'est l'huile. juste que c'est meilleur. C'est meilleur du du bon, bon c'est ça. gras, C'est du bon ça. gras, voilà. En fonction de chaque huile a ses propriétés nutritionnelles. Donc, voilà. Merci. Voilà. Voilà, C'était ça pas allait. mal. En tout cas, on n'a pas été trop mauvais. Non, vous avez été bien, c'est bien. Et puis, on a quand même appris. Parce que On a finalement... discuté même les questions de notre... C'est-à-dire, on est tellement experts qu'on dit non, mais c'est pas ça. Les mauvais élèves, là. La prochaine fois, on va faire plus des questions sexo parce que je pense que vous aimez beaucoup ce genre de sujet. Bah n'est-ce non, pas? non, c'est pas qu'on aime ce genre de sujet, c'est juste que bon, je me tais. Aïe. Tu as dit Tu as dit quoi là en fait? Elle préfère perdre. Oui, parce qu'après, les gens vont t'emmener sur des terrains personnels alors que tu n'as pas parlé de toi-même. Exactement. Donc, allons. Oui. C'est bon, allons-y, on va terminer l'émission là, Anan, c'est terminé. L'émission est terminée, c'est fini. Voilà. Bon, allez, effectivement, l'émission est terminée. Alors, on va vous donner rendez-vous, comme d'habitude, demain, même heure, même plateau sur NCI. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Bye.